Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo qui a pour objectif donc de répondre à des questions. Alors mon nom est Sylvain Bélanger, je suis créateur de la pleine conscience intuitive et de la spirale évolutive qui sont deux approches, une pour développer l'intuition et les soins énergétiques, une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive et d'autre part la spirale évolutive qui se veut une grille de lecture qui nous permet de mieux comprendre ce que l'on perçoit intuitivement mais aussi évidemment dans une façon d'utiliser donc les chakras pour arriver à comprendre davantage l'être humain. Donc, et je profite pour faire des petites vidéos comme ça, parce que des questions qui me sont posées, qui méritent, je trouve, de les partager avec le public. Donc, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entité? La question finalement tournait autour il y a plusieurs façons de regarder le monde subtil, il y a plusieurs entités qui se retrouvent dans le champ subtil. Il me faisait référence dans la question à des guides, à des personnes décédées, puis également aussi aux extraterrestres, puisque actuellement, il y a donc un courant actuellement assez important qui parle beaucoup d'extraterrestres. Donc, je vais essayer je trouve que c'est une question intéressante et je vais essayer de présenter en peu de minutes l'idée globale de ce que j'aurais envie de transmettre à ce sujet-là. Premièrement, mon corps physique est fait de chair et d'os. Il y a donc un champ d'énergie qui est autour de mon corps physique. Il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbent et émettent de la lumière. Donc, la première manifestation subtile que je peux observer en tant que thérapeute intuitif, c'est ce champ d'énergie-là. C'est ce qu'on appelle l'aura, en quelque sorte. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que dans ma vision des choses, cette aura-là, finalement, est un reflet de mon potentiel santé, puisque c'est le reflet de ma capacité cellulaire d'émettre une lumière qui est cohérente. Alors, plus la cohérence, plus j'ai un potentiel santé optimal, plus il y a des niveaux de perturbation dans mon champ d'énergie, plus ce potentiel santé va se réduire. Donc, l'important de comprendre, c'est qu'en tant que thérapeute intuitif, quand on s'adresse à ce rayonnement énergétique-là, aux organes, aux cellules du corps, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là. Donc, pour moi, il y a déjà dans cet univers énergétique-là une somme d'information qui peut s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler une entité, c'est-à-dire une conscience intelligente. Donc, déjà, au niveau énergétique, il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect qui est important aussi de comprendre, c'est que dans ce champ de lumière-là, il y a ce que j'appelle de l'information. C'est-à-dire que de l'information, c'est par exemple, dans mon foie, il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir une mémoire de moi à l'âge de 8 ans qui s'est senti trahi, etc., etc. Donc, dans le champ de lumière, il y a le potentiel santé qu'on peut observer, puis évidemment, on peut constater que ce potentiel santé-là peut être affecté par de l'information psycho-émotionnelle qui est associée à mon histoire personnelle. Ce qui veut donc dire que depuis que je suis né sur Terre, j'emmagasine un bagage émotionnel dans mon champ d'énergie, à mon insu, et ce bagage émotionnel-là va refléter quoi? Mais il va refléter mon degré de perturbation, mon degré d'incohérence psychologique, c'est-à-dire mes conflits intérieurs. Et évidemment, l'objectif au niveau de mon travail à moi, évidemment, c'est de chercher à rétablir cette cohérence-là en aidant mon partenaire, en l'amenant, devenant conscient de ces perturbations-là, puis de finalement apprendre à faire la paix avec chacune de ces énergies-là. Donc, pour moi, quand je m'adresse, par exemple, à l'enfant de 8 ans dans le champ énergétique d'une personne, ce que je constate, c'est que cet enfant de 8 ans a une pleine autonomie. C'est-à-dire que pour moi, c'est une forme d'entité. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas une entité, c'est comme une énergie à quelque part qui vient de ton enfance, c'est une mémoire, etc. Mais d'un point de vue intuitif, en tant que thérapeute, quand moi j'observe l'énergie vitale, j'observe qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence. Quand je regarde ces mémoires-là de l'enfant, de mon histoire, de l'histoire personnelle d'une personne, je constate qu'il y a une conscience aussi. Et cette conscience-là, évidemment, dans ma pratique à moi, c'est que je vais donc questionner ces informations-là, ces mémoires-là, et elles vont me donner de l'information. Puis à un moment donné, je vais les déprogrammer. Déprogrammer, c'est donc leur donner tout ce dont ils ont besoin pour se libérer de leur programmation, de leur limitation. Et qu'est-ce qui va apparaître? C'est un épanouissement de la mémoire en question. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans qui s'est senti trahi, par exemple, si je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il ne se sente plus trahi, il va donc s'épanouir. Et il va me montrer quelque part une représentation, un potentiel finalement de mon partenaire qui pourrait se manifester à partir du moment que je l'ai libéré de l'expérience de trahison qu'il avait vécue à l'âge de 8 ans. Donc, vous voyez quelque part que pour moi,
Ce type de travail-là est un travail est très important puisqu'il permet justement à favoriser donc l'épanouissement d'une personne. Et encore là, cette notion d'entité pourrait s'appliquer à ça, c'est-à-dire que je peux constater que moi, je suis animé par des entités psychiques qui sont distinctes de moi, mais qui font référence à mon histoire passée. OK? Et que l'objectif, évidemment, pour trouver l'équilibre, c'est de me réunifier à ces énergies-là. C'est comme ça qu'on pourrait l'envisager. Ensuite, il y a également les mémoires familiales. C'est-à-dire que moi, j'ai un bagage émotionnel qui est en moi et je peux raisonner avec mon histoire familiale. Mon histoire familiale, évidemment, on peut aller très très loin dans le passé, c'est-à-dire que ça peut faire référence à mon histoire familiale de plusieurs générations passées. Je peux parler, par exemple, de mon arrière-grand-père qui aurait vécu une trahison et qui résonnerait avec l'expérience de 8 ans que j'ai vécue, dans laquelle j'avais vécu cette trahison aussi. Ça veut donc dire qu'il va y avoir une forme de résonance qui va s'effectuer et cette résonance-là va faire que cette mémoire familiale-là va se raviver dans mon champ subtil et puis évidemment, elle va dynamiser l'expérience que j'ai vécue à l'âge de 8 ans. Ce qui veut donc dire que dans mon propre champ énergétique, je vais traîner, entre guillemets, une charge émotionnelle plus forte puisque j'aurai mon expérience de 8 ans dans laquelle j'ai été trahi, mais en plus, j'aurai en plus de ça le poids émotionnel de la trahison de mon arrière-grand-père. Donc, comprendrez évidemment que dans cette idée-là, l'arrière-grand-père est une forme d'entité psychique et dans lequel, évidemment, l'objectif, c'est de libérer cette mémoire du grand-père pour que, justement, l'individu puisse se réapproprier sa charge émotionnelle qui lui appartient concernant la trahison et qu'il puisse se réunifier à l'expérience de trahison liée à l'enfant pour qu'il puisse, justement, accéder à un potentiel de transformation qui n'avait pas été accessible jusqu'alors. Donc ça, vous voyez, ça c'est un autre aspect qu'on pourrait dire. Alors oui, on pourrait dire, par exemple, la personne est possédée par son grand-père. On pourrait aussi dire, cette personne-là, elle est en résonance avec une expérience commune que son grand-père et elle-même a vécue. Moi, j'aime mieux cette façon de dire les choses que de parler de possession, puisque la possession nous ramène à une forme d'impuissance. Traditionnellement parlant, quand on est possédé, on est mal pris et on va aller voir donc un exorciseur, qui peut être un prêtre, des choses de cet ordre-là. Mais ça nous met dans une position quelque part où on n'a pas trop de pouvoir là-dessus. Et puis moi, je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes de possession parce que j'ai eu des formations avec des guérisseurs qui étaient beaucoup orientés dans cette direction-là. J'ai moi-même été exorcisé, donc ça m'a amené des réflexions. J'ai moi-même travaillé sur des personnes qui se disaient possédées. Et j'ai observé évidemment que le phénomène de possession est beaucoup lié justement à ce sentiment quelque part de ne pas posséder quelque chose. C'est quand on n'a pas l'impression qu'on se possède totalement, on se dit possédé. Et pourquoi on ne se possède pas totalement? Mais parce que justement notre identité n'est pas assez forte pour se protéger d'un événement extérieur. Donc, par exemple, l'arrière-grand-père qui se sent trahi, quelque part, il peut générer en moi une impression que je ne me possède pas, parce que l'expérience de trahison que j'ai vécue, finalement, elle devient amplifiée en quelque sorte par l'expérience de trahison de mon arrière-grand-père. Donc, j'ai l'impression quelque part de ne plus me posséder, par exemple. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée que moi, j'avance à travers cela. Donc, ensuite, il y a évidemment les mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies, évidemment, il y a certaines personnes qui vont nous dire tout de suite, c'est les vies antérieures dont tu parles. Toujours en tant que thérapeute intuitif, moi, mon objectif a toujours été de me dire, j'ai pas envie d'affirmer des choses si, dans mon expérience, je ne peux pas arriver à les confirmer hors de tout doute. Donc, pour moi, ce que je vais vous parler, c'est mon modèle que moi, j'ai développé à travers les années. C'est que moi, en tant qu'être humain, mon expérience de l'âge de 8 ans dans laquelle j'ai vécu une trahison, je peux raisonner donc avec une histoire familiale, avec une mémoire donc de mon arrière-grand-père, mais je peux également raisonner avec des mémoires d'autres vies qui ont une expérience commune à la mienne. C'est-à-dire que la trahison, on sait tous que moi j'ai vécu la trahison, mais vous avez peut-être déjà vécu la trahison. Il y a peut-être d'autres êtres humains que vous connaissez qui ont vécu la trahison. C'est une émotion universelle, pourrait-on dire, dans la collectivité humaine. Ça veut donc dire finalement que si moi je vis une trahison, dans mon champ énergétique, je programme quelque part, je mets une fréquence de trahison qui peut résonner avec des mémoires familiales, mais aussi des mémoires d'autres vies. Et ça veut donc dire que moi, en tant qu'antenne, je vibre avec la collectivité universelle, c'est-à-dire avec la mémoire collective de l'humanité. Et je peux donc résonner avec diverses mémoires universelles qui vont évidemment à ce moment-là
se greffer à l'expérience que j'ai de l'âge de 8 ans où j'ai été trahi, et ils vont donc y avoir une forme d'amplification de la même façon. D'où le même phénomène d'entité, encore une fois, c'est-à-dire l'impression d'être possédé va pouvoir se manifester aussi à ce moment-là, parce qu'il est possible que si mon identité n'est pas suffisamment forte, que je me sente véritablement envahi par cela. Ce que j'ai pu constater, et dans la littérature, on en parle énormément, c'est que souvent quand on parle de possession, de gens qui se disent possédés, ce sont des gens qui ont soit pris beaucoup d'alcool, pris beaucoup de drogue, ou qui ont des troubles psychiatriques déjà au départ. Alors ça, c'est vraiment une grande, grande tendance. Je ne dis pas que ça se limite à ça. J'ai rencontré des gens qui se disaient possédés, qui n'avaient pas ces éléments-là, mais ce sont des éléments aggravants et qui mettent en évidence justement cette idée que si je n'ai pas une identité qui est forte, bien évidemment, je me sens envahi par ce type de phénomène-là. Donc, et quand on parle donc de ces mémoires familiales ou ces mémoires d'autres vies, d'un point de vue du thérapeute intuitif, comment ça va se présenter? Ça va se présenter de la même façon que l'enfant de 8 ans, que je vous disais tantôt, qui se présente à moi comme un enfant de 8 ans, qui parle comme un enfant de 8 ans, qui a une psychologie comme un enfant de 8 ans, et qui souffre comme s'il avait vécu l'expérience de trahison la journée même. Donc, une conscience limitative là-dedans qui a tendance, donc, effectivement, à rester gravée, rester identifiée à l'émotion qui a été vécue. Quand je regarde l'arrière-grand-père qui a vécu la trahison, je vais constater la même chose. Cet arrière-grand-père-là va me témoigner une souffrance qu'il a vécue lorsqu'il a été trahi, puis comme si elle était encore présente, comme si elle venait de se vivre. La mémoire d'autre vie, même chose. On pourrait se référer à une époque très lointaine et la mémoire qui a vécu la trahison dans cette époque très lointaine-là va me témoigner une souffrance comme si elle venait de vivre à l'instant présent cette trahison-là. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que dans ce champ subtil-là, il n'y a pas d'espace-temps. Le passé, présent, futur, à quelque part, font partie d'un même univers, pourrait-on dire, et que quand on travaille avec ces mémoires-là, l'objectif ultime, plutôt que de rester simplement à observer leur expérience, puis à rester un peu comme passif devant, c'est là que la déprogrammation, pour moi, que j'ai mis en place avec la pleine conscience intuitive, devient hyper importante. Parce que déprogrammer, ça veut donc dire quelque part de donner à de l'information ce dont elle a besoin pour se libérer de sa programmation, de sa limitation. Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à permettre un épanouissement de prendre forme. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que quand on parle d'entité, une entité, c'est quelque chose qui est vraiment fermé sur elle-même en général. C'est entre guillemets, c'est une énergie négative qui finalement a une conscience maléfique et qui est complètement fermée sur elle-même. Alors que finalement, il faut bien comprendre une chose, c'est que si on la juge fermée sur elle-même, c'est tout simplement parce que nous, on ne prend pas le temps de lui tendre la main pour lui dire « qu'est-ce que tu as besoin ». C'est un peu comme je verrais quelqu'un dans la rue qui souffre. Je peux juger cette personne en se disant, bon, elle est en souffrance, c'est pour ça qu'elle gueule après tout le monde dans la rue, mais je pourrais, hypothétiquement, lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire prendre le temps de lui donner de l'attention, de lui donner de l'amour, de la tendresse, qu'importe, et il y aurait une transformation qui pourrait se manifester possiblement. Alors, dans le monde psychique, dans le monde subtil, on peut le faire dans l'immédiat, en transmettant par le pouvoir de l'intention une information qui va avoir pour objectif, donc, de libérer la programmation, la limitation, de ces mémoires-là. Ce qui veut donc dire que ce qu'on appelle une entité qui serait supposément fermée, elle ne l'est pas. C'est simplement une conscience, une croyance humaine qui a fait quelque part qu'on a jugé quelque chose en se disant elle est méchante cette énergie-là parce qu'elle n'a pas de dents, par exemple. OK? Donc, à partir du moment que moi je dis qu'elle est méchante parce qu'elle n'a pas de dents, puis qu'elle me dit des choses pas gentilles, ben ça veut donc dire quelque part que moi je l'ai mise dans une position où je l'ai figée dans le temps en lui disant mais elle n'est pas gentille. Et si je fais ça, ben à ce moment-là, je crée une relation, à quelque part, qui fige les choses, donc une espèce de dynamique, une dialectique qui va prendre forme et qui va faire que dans mon champ subtil, ben finalement, je ne pourrais pas accéder à autre chose que ça. Je vais simplement constater que cette énergie qui est là, qui m'en veut, puis moi je lui en veux parce qu'elle m'en veut, puis une espèce de processus comme ça qui va se mettre en branle. Et c'est là qu'on comprend évidemment que dans le travail de guérison, des choses importantes, c'est le pardon. Et le pardon, dans le travail énergétique, c'est cette capacité que moi j'ai d'accueillir quelqu'un, d'accueillir une mémoire, une énergie. Alors si je suis en conflit avec une énergie qui se présente à moi comme en conflit, cette fameuse trahison dont je parlais tout à l'heure, puis je prends le temps quelque part de l'accueillir, ben je risque effectivement de transformer la relation que j'ai avec cette énergie-là pour qu'elle puisse se réintégrer en moi. C'est toute la logique un peu de la pratique de la pleine conscience intuitive que je vous présente comme cela. Donc, ça, c'était
un certain univers que je viens de vous présenter, qui pour moi sont toutes des manifestations euh, d'une forme d'énergie quelque part, que je pourrais dire énergie mémorielle, mais c'est pas juste de la mémoire, il y a une conscience intelligente dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire. C'est-à-dire que l'enfant de 8 ans, qui est une mémoire de moi, pourrait-on dire, c'est pas une mémoire de moi, c'est vraiment une conscience énergétique de moi qui a l'âge de 8 ans et qui n'a pas maturé parce qu'elle a vécu une blessure. Tout comme l'arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est pas une mémoire, c'est plutôt une conscience énergétique de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui est dans une souffrance. Tout comme la mémoire d'autres vies d'une autre époque très lointaine, ce serait quelque part une conscience énergétique, une conscience intelligente d'un être humain qui aurait vécu la souffrance et qui n'aurait pas été en mesure de faire la paix avec celle-ci. Donc tout le travail qui va se faire quand moi je résonne avec ces énergies-là, c'est un travail de guérison dans lequel j'apprends à constater que quand je résonne avec une mémoire de mon arrière-arrière-grand-père ou une mémoire d'autre vie, j'ai une occasion de me soigner, de pouvoir prendre soin de moi, de pouvoir prendre soin de l'enfant de 8 ans qui s'est senti trahi, mais je peux prendre le temps également de reconnaître que il y a une souffrance dans la mémoire d'autre vie ou la souffrance chez mon arrière-arrière-grand-père et que le fait de pouvoir accueillir la souffrance qui est là, de la déprogrammer, ben, me permet effectivement de la libérer sa programmation, et elle peut se dissoudre dans l'univers, pourrait-on dire, puis moi je peux récupérer la mémoire de l'énergie de la souffrance de l'enfant de 8 ans qui souffrait, et je peux justement l'accueillir, puis la transmuter, la transformer. C'est un peu comme ça que je pourrais vous présenter ça. Maintenant, si on comprend, on accepte tout ce que je viens de vous dire, parce que je vous partage mon expérience, je ne vous dis pas que j'ai une vérité, mais cette expérience-là, quelque part, j'ai pu la moduler dans la pratique. C'est-à-dire que j'ai pu constater que dans la pratique, ça fonctionne, ce dont je vous parle, c'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie. Et pour moi, c'est important de partager ce que j'ai expérimenté plutôt que de vous répéter tout ce que les autres peuvent dire, c'est-à-dire tout ce que les autres veulent dire. Je veux dire par là qu'il y a une croyance populaire qui est répétée, mais qui n'est pas toujours vérifiée, dans laquelle on assume des vérités quelque part qui sont liées à la spiritualité, bon, comme le karma par exemple, on assume que c'est une vérité, alors que évidemment on peut simplement poser un regard en se disant, ben, est-ce que moi je l'observe dans la pratique, c'est ce que je vous partage, qu'est-ce que moi j'ai observé, plutôt que de vous dire simplement ce que les gens vont répéter un peu, de façon un peu comme des croyances à quelque part. Puis évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, puis si vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à me revenir avec des questions pour que je précise ma pensée, parce que je suis très à l'aise à partager ça avec vous, ça me fera un grand plaisir de le faire. Donc ensuite, maintenant, vous avez... Là, on a compris quelque part qu'on vient de faire un petit peu le voyage dans l'énergétique, dans notre histoire personnelle, dans les mémoires familiales et les mémoires d'autres vies. Donc, on sait évidemment que ça veut dire quoi dans les mémoires d'autres vies? Ça veut dire que moi, on peut faire des voyages dans les mémoires d'autres vies, c'est-à-dire qu'on peut aller dans toutes les époques de l'humanité et on peut aller chercher de l'information avec des mémoires provenant de la collectivité humaine. C'est quelque chose que j'enseigne, c'est quelque chose que je fais pratiquer à mes étudiants, donc je l'affirme sans problème, on peut le faire. Ça veut donc dire évidemment que cette idée de vie antérieure, bien évidemment, nous amène à nous dire, est-ce que c'est des lectures de vie antérieure ou c'est des lectures de résonance que j'ai avec des époques lointaines, ok? Ça, c'est un élément. Et après avoir compris quelque part qu'on est donc coloré par tout ce champ d'expérience-là qui appartient à notre histoire collective humaine, puisque c'est mon histoire personnelle, mes mémoires d'autres familiales, mes mémoires d'autres vies, on va aller au-delà de ça ensuite. Et c'est là qu'on va aborder souvent cette notion d'entité d'une façon encore plus spécifique, puisque on va aborder donc les personnes décédées, pour commencer. Alors, les personnes décédées, on pourrait se dire, ah ben oui, les personnes décédées décèdent, puis ils sont dans un espace, puis ils vivent là, puis etc. Il y a beaucoup de médiums qui vont faire des communications avec des personnes décédées, et il faut quand même questionner quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une personne décédée? Moi, par exemple, quand ma mère est décédée, j'ai eu la chance de pouvoir justement, comme j'étais à distance, j'avais pas la possibilité d'être présent lorsqu'elle est décédée, j'ai eu la chance de pouvoir faire un soin à distance sur ma mère, et c'était un événement marquant, puisqu'en faisant cela, j'ai constaté que ma mère avait plusieurs états de conscience qui s'exprimaient selon le regard où j'étais dans le monde subtil. Et je trouve ça très intéressant comme réflexion que je vais vous partager, c'est de se dire, OK, la personne décédée
OK, moi, je suis fait de chair et d'os. Quand je décède, ben, mon corps meurt. Mais ma conscience, à quelque part, on pourrait penser qu'elle se morcelle. C'est-à-dire qu'il y a des parties de moi qui sont très évoluées, qui vont aller dans des sphères d'évolution plus élevées, puis des sphères de moi qui sont peut-être moins évoluées, qui vont peut-être aller vers des sphères moins évoluées. Donc, si un médium se met en communication avec moi alors que je suis décédé, ben, il va vibrer avec l'une ou l'autre des facettes de Sylvain qui se retrouve selon sa spécificité à lui. Donc, il va peut-être vibrer avec des facettes de moi moins évoluées, peut-être plus évoluées, qu'importe. Il va y avoir comme une espèce de phénomène de résonance qui va s'effectuer. Ce qui est intéressant de comprendre encore une fois ici, c'est que dans ce monde de la mort, lorsqu'on communique avec une personne dans le monde de la mort, bien évidemment, on est en interrelation avec la personne, avec la conscience de cette personne-là, et on peut échanger avec elle, et on peut de la même façon le déprogrammer pour justement la libérer de certains états de conscience dans lesquels, quand ils ne sont pas harmonieux pour cette personne-là, on peut effectivement faire de la déprogrammation pour la libérer. Donc, c'est un peu comme le concept de passeur d'âme. Un passeur d'âme, c'est un intervenant qui va donc faire des actions sur des personnes décédées. Dans le cas où des gens ont de la difficulté à s'élever, par exemple, dans le cas où on est dans des facettes de cette personne-là qui est la moins évoluée, qui est la plus souffrante, qui est la plus identifiée à la souffrance terrestre, c'est certain que ces facettes-là de l'être humain qui est décédé vont avoir de la difficulté à s'élever. Donc, c'est là qu'on peut intervenir pour aider. Alors, vous voyez, c'est un peu la façon que j'ai de voir les personnes décédées. On pourrait aborder le sujet d'une façon plus importante, mais sans doute que si vous avez des questions, ça me fera plaisir de pouvoir y revenir de façon plus importante. Maintenant, ensuite, il y a les fameux guides. Puis, donc, d'une part, donc, toute la notion spirituelle, donc les guides, les anges, Jésus, les grands maîtres spirituels, etc. Et il y a d'autre part, les êtres provenant de d'autres provenances, et les extraterrestres, par exemple, pour désigner quelque chose. Donc, je vais commencer peut-être avec les guides, peut-être plutôt avec tout l'aspect plus spirituel, puisqu'évidemment, ça va dans la logique de ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que dans l'expérience terrestre, à quelque part, à mes yeux à moi, la personne, lorsqu'elle décède, ben, son objectif à elle, c'est de retrouver une certaine forme de lumière. La lumière, c'est ce que j'appelle, moi, l'unité. C'est-à-dire que ma conscience se perd dans l'unité. Je deviens l'unité. C'est-à-dire que je m'intègre à quelque chose, finalement, qui me ramène à la source. On pourrait voir ça comme ça. Ça veut donc dire, finalement, que tout être humain a pour objectif, effectivement, de revenir vers la source. Maintenant, quand on dit tout être humain, on peut comprendre ici que tout être humain qui ont la conscience suffisamment évoluée pour être capable de se retrouver à la source vont le faire. Toutes les mémoires, toutes les facettes de mon être qui ne sont pas capables de vibrer à ce niveau-là vont se perdre dans l'univers mémoriel de l'humanité, c'est-à-dire dans l'aspect des mémoires collectives, etc., dont je vous ai parlé tantôt. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un ensommellement de mémoire, finalement, dans cet univers collectif-là. Et cet univers collectif, il vibre, il vit de quelle façon? Bien, il vit parce qu'il résonne avec nous. Il résonne avec l'être humain que nous sommes. Donc, il se nourrit d'une certaine façon de l'être humain que nous sommes. Et c'est comme ça, quelque part, qu'une forme de matrice qui prend forme, qui nous empêche, à quelque part, nous, en tant qu'être humain, de facilement évoluer, puisqu'on est toujours prisonnier de ce qui a été vécu dans le passé, en tant qu'être humain. Donc, il est difficile pour moi, en tant qu'être humain, de passer à une étape supérieure, puisque je suis constamment rattrapé par les expériences de souffrance que j'ai vécues qui vont me ramener à des expériences de souffrance que d'autres êtres humains ont vécues par la suite et qui vont finalement m'affecter au point que je vais m'identifier à de la souffrance qui va faire que je vais plus être capable d'avancer vers la création de monde meilleur quelque part parce que justement je vais traîner avec moi le poids de la collectivité humaine. C'est ce qui explique pourquoi justement quelquefois on dit que tant et longtemps que l'être humain il n'y a pas suffisamment d'êtres humains qui ont atteint un certain degré d'évolution, que ça ne peut, tant et longtemps qu'on n'aurait pas ça, on ne pourra pas amener de changement dans la collectivité humaine parce qu'il n'y aura pas assez d'êtres humains pour amener cette transformation-là, ce qui a un peu de sens. Je suis en train un petit peu de me perdre à travers tout ça. Pour revenir donc simplement avec l'idée que les guides, alors qu'est-ce que c'est qu'un guide? Bien, un guide, c'est de la lumière. Donc, c'est cette lumière-là, quelque part, qui se retrouve en l'unité. Et cette lumière-là, évidemment, moi, si j'interagis avec la lumière, bien, la lumière, quelque part, va se manifester à moi. Elle va se manifester à moi sous une forme qui peut s'apparenter à un guide, à un ange, à un maître spirituel, à une forme de lumière. Bon, il y a plusieurs façons qu'elle peut s'exprimer. Et comme je dis souvent dans mon enseignement, l'importance n'est pas la représentation de la manifestation. L'important, c'est
la manifestation qui a un message à me transmettre. Et c'est sa sagesse qui va déterminer la qualité de l'information qu'elle va me donner. Ce n'est pas la forme. Hein, je vais vous donner un exemple. Si je vois Jésus apparaître, Jésus me dit des informations qui ne sont pas intéressantes, qui n'ont pas de richesse, qui n'ont pas de valeur finalement, parce que c'est des choses que j'ai l'impression quelque part qui me concernent pas, parce que je les connais depuis très longtemps, je ne sais pas, et que Jésus n'est pas en mesure de me dévoiler à quelque part sa sagesse, son intelligence, ben je ne vais pas pouvoir finalement reconnaître la pertinence de ce qu'il me transmet parce que je n'aurai pas le sentiment qu'il m'élève. Alors c'est ça qui va déterminer beaucoup en général la qualité d'un contact spirituel, c'est que l'énergie qui est en présence, ben, elle doit éveiller mon être, m'amener vers des sphères supérieures, me faire prendre conscience de choses, me faire un soin, m'amener à une transformation. C'est comme ça qu'on va envisager beaucoup le travail avec les guides. Et pour moi, un guide, bien évidemment, si on fait avec cette notion d'entité, bien, un guide, à quelque part, c'est une source de lumière qui va manifester une identité pour simplement se mettre en relation avec moi, pour communiquer avec moi. Il y a plusieurs années, quand je faisais un travail qu'on me reconnaissait un peu comme un médium, je disais que j'étais en contact avec les élèves de Djwhal Khul. Djwhal Khul, c'est un maître spirituel qui collaborait avec, qui a été identifié par Alice Bailey, qui est une médium très connue dans les années 20, quelque chose comme ça. Et puis moi, à un moment donné, cette manifestation m'a dit écoute, on t'a dit qu'on était des élèves de Djwhal Khul, parce que quelque part, c'est ce que tu voulais nous entendre. Il faut dire que j'avais beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, les écrits d'Alice Bailey. Donc, j'avais une certaine attraction pour ce genre de transmission. Ça me plaisait bien d'être en contact avec les élèves de Djwhal Khul. Et finalement, ils m'ont dit à mon livre, écoute, maintenant, tu es en mesure d'entendre qu'on n'est pas les élèves de Djwhal Khul, on est simplement une manifestation intelligente. Cette manifestation intelligente, elle prend la forme qu'elle veut pour communiquer avec les gens, puis elle prend la forme qui vont convenir aux personnes avec qui on est en relation. Donc, il y a quelque part quelque chose d'intéressant là-dedans qui nous ramène à la notion de croyance. L'intelligence, elle se modèle pour finalement avoir un impact sur nous. Et moins notre croyance, mais plus on a accès justement à une forme d'intelligence qui est de plus en plus rayonnante, de plus en plus lumineuse, de plus en plus vraie. On pourrait voir ça comme ça. C'est ça un peu l'idée que j'ai de ça, moi. Donc ça, c'était pour vous parler donc des guides. Puis évidemment, quand on regarde les extraterrestres, c'est un problème qui est intéressant parce qu'actuellement, c'est une grande mode, actuellement, les extraterrestres. Moi, je reviens avec la même chose que ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, pour moi, ce sont des manifestations d'une forme de sagesse, d'une forme d'intelligence qui prend forme sous diverses formes. Un guide, par exemple, va être manifesté dans sa lumière la plus pure. C'est comme ça qu'on s'attend d'un guide. Maintenant, la mémoire de moi en tant qu'enfant à l'âge de 8 ans est une manifestation de cette conscience intelligente aussi, mais à un niveau moindre, elle est moins évoluée. Mais elle a quand même une volonté d'évoluer, puisque si je la déprogramme, je vais la libérer de sa limitation et elle va me dévoiler quelque part le potentiel d'épanouissement qui est en moi, avec lequel je n'ai pas encore adhéré. D'accord? Donc, on est toujours finalement en contact avec un guide, quel que soit le niveau de conscience avec lequel on travaille. Je vous parle de ça parce que l'extraterrestre doit donc avoir un rôle à jouer dans notre interrelation avec lui. Donc, de nous transmettre un savoir, pour commencer. Un savoir, évidemment, qui ne va pas simplement être un savoir intellectuel, parce que ce serait facile de se laisser endormir, pourrait-on dire, par un savoir intellectuel qui serait simplement, bon, voilà, je suis en contact avec Zohar. Zohar, ben, quelque part, c'est un homme très, très grand, de couleur bleue, qui vient de Mars, et il me transmet finalement des messages de la paix, et puis, quelque part, il vient me voir tous les soirs, puis il vient me faire une petite caresse, puis me transmettre un message. Alors, tout ça est intéressant, sauf qu'évidemment, à un moment donné, à mon sens à moi, il faut qu'il y ait une certaine pertinence dans la communication qui est transmise, qui nous amène à nous dire, mais à quoi ça sert? S'il y a un extraterrestre qui est là, mais pourquoi il est là? Pourquoi il communique avec moi? Quel est son objectif? Quel est l'intérêt que j'ai de communiquer avec lui? Qu'est-ce que ça va m'amener finalement en tant qu'être humain? Alors c'est sûr que si on commence à dire, ah ben oui, mais moi, parce que j'ai été dans une autre vie, j'étais un extraterrestre ou dans une autre... Tu vois, là, on tombe en quelque part dans quelque chose que je trouve des fois intéressant, mais en même temps, il faut se rappeler justement cette notion de résonance dont j'ai parlé tantôt. Alors, si moi je résonne avec des extraterrestres,
peut-être effectivement que je ne me sens pas en affinité avec ce monde terrestre dans lequel je suis. Maintenant, pourquoi je communique avec un extraterrestre? Qu'est-ce qu'il a à me donner comme message? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter comme soin, comme potentiel de guérison? Vous allez me dire, c'est égoïste de penser tout le temps en fonction de soi, mais la démarche intuitive, finalement, elle repose justement sur le principe que si une manifestation communique avec moi, c'est parce qu'elle, quelque part, elle a quelque chose à m'apporter. Alors, si elle m'apporte un éclaircissement sur la compréhension de l'univers ou la compréhension des énergies libres ou je ne sais quoi, ou sur la santé quantique éternelle, je ne sais quoi, il y a quelque part un sens à ça, tu vois. Et ce sens-là est vérifiable aussi, c'est-à-dire que je peux vérifier que tout ce savoir-là que j'accède, ben, je peux le vérifier puis démontrer quelque part qu'il y a une certaine valeur. Tu vois, l'intuitif n'est pas simplement quelqu'un de perché, c'est quelqu'un aussi qui a une volonté de ramener l'information dans la matière, parce que s'il ne la ramène pas dans la matière, ben elle demeure finalement dans l'invisible. Et si elle demeure dans l'invisible, c'est là on peut exprimer n'importe quoi, parce qu'on n'est pas confronté à la réalité, on n'est pas confronté à la matière. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important de chercher justement à donner un sens cohérent. Alors, si on communique avec des extraterrestres, moi, par exemple, dans mes enseignements, régulièrement, je propose à mes étudiants de communiquer avec des extraterrestres. J'en fais pas un plat, je fais simplement un genre de voyage dans l'univers collectif et dans lequel, des fois, je vais inviter les gens à communiquer avec des extraterrestres et ils vont le faire. Puis l'extraterrestre va donc avoir un message à transmettre, etc. Et l'idée, quelque part, c'est donc de voir de quelle façon que ce messager-là peut enrichir l'être humain que je suis ou peut enrichir la collectivité humaine. Pour moi, c'est quand même ça, quelque part, qui est l'objectif de tout ça. Si c'est simplement donc de l'intellect, de l'information intellectuelle qui nous donne l'impression, quelque part, que qu'on fait des belles paroles, puis finalement, bon, et que c'est pas plus que ça, mais pour moi, quelque part, quelque chose de gênant, ça rejoint un peu même le channeling. À mon avis, le channeling était beaucoup à la mode, puis le message du channeling, c'était un peu comme l'amour éternel est en chacun de nous, et chacun de nous devrions, à quelque part, pouvoir l'accueillir pour nous permettre de nous épanouir tous et chacun dans l'amour universel. Par exemple, toi, c'est une phrase un peu caricaturale que je vous dis, mais il y a quelque part quelque chose de cet ordre-là, à un moment donné, dans les messages de canalisation, et c'était des messages, à quelque part, qui peuvent faire du bien, mais qui, finalement, n'allait pas en profondeur, n'allait pas chercher ce que moi j'appelle l'ombre de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain a de la lumière, puis également de l'ombre en lui, puis que finalement, l'idée, c'est de trouver un équilibre, de permettre à la lumière, justement, d'enrichir l'être que nous sommes en manifestant la lumière dans l'ombre. Et je pense que le travail donc avec les extraterrestres et tout ça, ben, ça fait partie un petit peu de la démarche aussi de comprendre pourquoi ces manifestations sont là et de quelle façon qu'elles peuvent nous être utiles, de quelle façon qu'elles peuvent aussi nous manipuler, puisqu'il faut savoir évidemment que dans notre relation avec le monde subtil, quand on n'est pas clair, bien évidemment, c'est très facile finalement de se laisser prendre dans les manipulations multiples. Donc, c'est un peu l'explication que j'avais envie de vous transmettre. Je ne veux pas que ce soit trop long. Et l'idée, donc, finalement, c'est que vous avez vu qu'il y a plusieurs manifestations dans le monde subtil. Et là, on en a que touché un tout petit sujet. On aurait pu parler des manifestations de la nature. Il y a plein de manifestations subtiles dans l'univers qu'on pourrait aborder. Mais l'idée, quelque part, fondamentalement, c'est, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de toujours, finalement, prendre le temps de décrire ce qu'on voit, entend et ressent, de le questionner, de le déprogrammer, de le soigner. Donc, évidemment, s'il y a un extraterrestre présent à moi, ben, je vais peut-être le décrire, je vais peut-être m'adresser à lui pour comprendre c'est quoi son message, c'est quoi sa raison d'être, et ensuite de déterminer quelle est sa raison d'être, justement, quel est le message, pourquoi il est présent. Alors, il va peut-être me soigner, je vais peut-être l'aider à se libérer de quelque chose, mais en même temps, quelque part, tout ce processus-là est un processus dans lequel, moi, en tant qu'être humain, je cherche à évoluer, à progresser, à cheminer. Et cette manifestation extraterrestre-là, ben, quelque part, est là pour aussi cheminer, évoluer. Donc, il faut établir la relation clairement pour être capable, donc, d'avoir une relation mature et adulte avec l'énergie en question pour qu'il y ait effectivement moins grand risque de s'égarer, je dirais, dans l'univers subtil. Alors, c'est un peu ce que j'avais envie de vous transmettre. N'hésitez pas, c'est des commentaires, des réactions, des questionnements, des interrogations. Ça me fera plaisir d'y répondre. Comme je vous dis, je n'ai pas la vérité infuse. Moi, par contre, j'ai de l'expérience en tant que thérapeute intuitif depuis plusieurs années. C'est pas de ma faute, c'est vrai. Ça fait plus de 30 ans que je fais des lectures intuitives auprès de plein de personnes.
J'ai rencontré plein de situations, plein de types de rencontres avec différentes personnes, donc j'ai beaucoup de bagages, comme on dit, mais j'ai pas pour autant la vérité. Alors, si vous avez envie de partager avec moi, ça me fera plaisir de pouvoir approfondir avec vous certains sujets qu'on a juste effleurés aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.